et bon réveil. Merci d'être avec nous ce matin en direct depuis Tel Aviv. Voici les titres de cette édition. De grandes figures du sport tricolore disparues, 8 Français, dont la navigatrice Florence Artaud, la championne olympique de natation Camille Muffat et le boxeur Alexis Vastine, ont trouvé la mort cette nuit dans une collision entre 2 hélicoptères en Argentine sur le tournage d'une émission de télé-réalité de TF1. Nous serons sur place dans un instant. Et puis l'étau se resserre autour de Barack Obama. Les sénateurs républicains adressent une lettre ouverte aux dirigeants iraniens. L'accord que signera le président américain n'engage que lui et sera caduc au moment où il quittera son poste, écrivent donc ces sénateurs. Enfin, la place des femmes sur la scène politique israélienne à une semaine du scrutin. Eh bien, on s'intéresse à l'État hébreu dans ce classement par rapport à d'autres pays occidentaux. Ce sera dans cette édition. Voilà, selon les médias locaux, 10 Français auraient donc trouvé la mort dans un accident d'hélicoptère survenu cette nuit en Argentine en plein tournage d'une télé-réalité pour la chaîne TF1 et parmi eux des grands noms du sport tricolore. Rudy, Internet est en émoi ce matin. Oui, et il y était hier soir aussi, vers minuit, 1h du matin, des rumeurs sur Internet commençaient à circuler. Les internautes essayaient de savoir ce qui s'était passé et donc très vite le nom de Dropped, c'est le nom donc de cette émission, a circulé sur Internet et évidemment on a regardé très vite le casting avec tous les champions comme Sylvain Wiltord, Florence Artaud qui sont dans cette télé-réalité. Donc très vite les internautes ont cherché à savoir et puis donc ce matin au réveil c'est l'émoi. Voilà, donc ça c'est un tweet qui date d'hier soir, il y a 7 heures, donc on a appris cette nouvelle et puis petit à petit Twitter a essayé de mener l'enquête et donc ce matin à la confirmation il y a eu un communiqué de TF1 et de l'AFP qui a donc donné le nom des victimes. Et bien là c'est le monde du sport qui entièrement a rendu hommage aux 3 sportifs et aux 5 techniciens qui étaient dans cet accident. On a vu Teddy Riner, le judoka, on voit une autre membre de l'équipe de France Olympique avec cette photo où elle est avec Alexis Vastine. On va voir encore quelques images quelques hommages qui sont arrivés sur Twitter cette nuit. On va peut-être voir le prochain. En tout cas, voilà, Simon Fourcade aussi qui dit se réveiller au milieu de la nuit et avoir l'impression d'être en plein cauchemar. Voilà, c'est l'ambiance ce matin. Le monde du sport évidemment était complètement sous le choc. Même Denis Brognard donc de TF1 qui travaille pour cette société de production ALP, Adventureline Production, qui produit aussi Koh-Lanta, télé-réalité dans laquelle il y a eu un drame il y a à peu près un an. Denis Brognard lui aussi s'est dit complètement sous le choc. Là on voit par exemple Amaury Levaux qui connaît bien Camille Muffat qui a pris cette photo, qui a publié cette photo. Je me souviens de ce moment et donc on termine avec Denis Brognard qui lui aussi se dit complètement sous le choc. Il connaissait évidemment comme tout le monde les athlètes qui sont morts dans ce drame, mais aussi l'équipe technique qui travaillait avec eux sur ce tournage. On va essayer d'y voir plus clair avec notre correspondant en Argentine, Ryan Indy. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Vous pouvez nous dire quoi exactement de la situation ? Eh bien, pour l'instant, donc on attend un petit peu. On a très peu d'informations évidemment. Tout ça s'est passé très vite. Le crash a eu lieu vers 17 h et dans la nuit, donc on a eu confirmation du nom des victimes. Et voilà, pour l'instant, évidemment, c'est une succession d'hommages et les médias argentins sont vraiment en émoi avec cette histoire. Et puis bon, c'est un peu le choc. Qu'est-ce qui s'est passé? On se demande comment est-ce que ces 2 hélicoptères se sont crashés l'un dans l'autre. Et donc voilà, pour l'instant, donc évidemment, c'est toujours très flou sur les circonstances de l'accident. Est-ce que ce sont des accidents qui arrivent régulièrement en Argentine? Est-ce que les mesures de sécurité sont assez sévères dans le pays? Les mesures, oui, c'est des mesures de sécurité internationale. En plus de ça, c'était des hélicoptères qui étaient donc homologués par la province de La Rioja et la province de Santiago del Estero, la province voisine. C'était des pilotes qui avaient beaucoup d'expérience. D'ailleurs, le gouverneur de La Rioja a donc fait part aussi du fait qu'il connaissait très bien l'un des pilotes qui est décédé dans le crash. Donc oui, effectivement, les mesures de sécurité semblerait qu'elles aient été respectées.
Qu'est-ce qu'on sait, Ryan Indy, de cette société de production? On sait qu'il s'agit d'une télé-réalité pour TF1. C'est une société de production qui avait déjà connu un drame, notamment pour Koh-Lanta, hein, avec la mort également d'un des participants. Avec la mort d'un participant, effectivement, et le suicide du médecin par la suite, qui avait créé toute une polémique. Ce qu'on sait, donc, cette société de production, c'est cette même société qui produit Koh-Lanta, Fort Boyard, qui est spécialisée donc, dans les télé-réalités d'aventure. C'était la première fois qu'ils réalisaient l'émission Dropped. Donc, l'émission Dropped, le principe, donc, c'est une télé-réalité d'aventure où littéralement on drop, on laisse tomber des sportifs de haut niveau au milieu de la nature et ils doivent retrouver la civilisation. Et donc voilà, donc ce tournage avait lieu donc en Argentine, il avait débuté en Patagonie, donc à la pointe sud du continent, et devait se terminer d'ici quelques semaines dans le nord de l'Argentine. Un mot peut-être de Philippe Candeloro, il était sur place, il faisait partie de l'équipe de ces sportifs, il n'était pas dans l'hélicoptère mais sur le tarmac avec les yeux bandés? Exactement. En tout cas, c'est ce que son agent semble avoir dit. Il a dit qu'effectivement, il n'avait pas tout compris puisque quand il lui a parlé, il était très ému et il avait du mal à trouver ses mots. Et voilà, donc ce qu'il lui a expliqué, c'est qu'il était lui-même sur le sol, les yeux bandés, et il a entendu cette explosion. Et donc voilà, il a découvert cette scène avec les hélicoptères en flammes sur le sol. Et donc on imagine effectivement le traumatisme que ça a dû être pour lui. Est-ce qu'on sait si les autorités, si les équipes de sauvetage sont toujours sur place à l'heure où l'on parle? Les équipes de sauvetage sont encore sur place. La police scientifique est arrivée il y a quelques heures déjà. Le gouverneur a annoncé que les corps seraient retirés demain matin et qu'ils seraient emmenés donc à une trentaine de kilomètres du lieu de tournage. Donc c'est donc La Rioja qui est une province donc dans les montagnes des Andes en Argentine, et donc qui est une province assez reculée, donc peu habitée. Donc voilà, donc effectivement, ils ont dépêché en tout cas des experts des autres régions voisines pour venir un petit peu enquêter sur ce drame. Ryan Indy, notre correspondant en Argentine, merci d'avoir été avec nous ce matin. Alors je vous rappelle effectivement les noms de ce drame qui figure sur cette liste de grands sportifs français disparus. La navigatrice Florence Artaud, la championne olympique de natation Camille Muffat et le boxeur Alexis Vastine. En tout, au moins 8 grands sportifs français disparus dans ce clash d'hélicoptères survenu donc cette nuit en Argentine en plein tournage pour une télé-réalité de TF1. On rappelle les faits en images. Le tournage télévisé tourne au drame. Vers 17h, 2 hélicoptères viennent de décoller d'un terrain de football à Villa Castelli quand ils entrent en collision. Peu de temps après, les 2 appareils gisent au sol en flammes. L'émission, prévue pour être diffusée l'été prochain en France, devait rassembler 8 sportifs lâchés en pleine nature. Présenté par le monsieur météo de TF1, Louis Baudin, Dropped voulait mettre sur un terrain difficile des gens hors normes par leur palmarès, qui ont des capacités d'adaptation pour une expédition en harmonie avec la nature. Parmi les victimes, Florence Artaud, 57 ans, Camille Muffat, 25 ans, et le boxeur Alexis Vastine, 28 ans. Florence Artaud était l'une des plus grandes navigatrices au monde. Surnommée la petite fiancée de l'Atlantique, elle a notamment remporté la Route du Rhum en 1990, la plus prestigieuse des courses transatlantiques en solitaire entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre. Camille Muffat, elle, a marqué l'histoire de la natation française. Elle avait été couronnée par l'or olympique en 2012. Elle s'était illustrée lors des Jeux de Londres en remportant 3 médailles, dont l'or sur 400 mètres nage libre. Cette championne discrète avait créé la stupéfaction en juin 2014 en annonçant sa retraite sportive à l'âge de 24 ans seulement, lassée par les longues heures d'entraînement dans les bassins. Alexis Vastine, dans la catégorie des super légers, a été médaille de bronze aux Jeux olympiques de Pékin en 2008. Les policiers et une juge étaient sur place lundi soir pour déterminer les causes de l'accident. Les 2 hélicoptères avaient été prêtés par les autorités locales pour la production de ce programme télévisé. La société de production ALP a indiqué que le drame était survenu au début du tournage de la 2e émission de Drop. Le tournage a été interrompu et toutes les équipes vont être rapatriées vers la France. Le groupe TF1 a fait part de son immense tristesse. La tragédie fait écho au terrible accident qui avait frappé le tournage d'un autre programme de la même société de production ALP. Il s'agissait de Koh-Lanta. C'était en mars 2013, lors de la toute première épreuve de la compétition. Gérard Babin, décédé des suites d'un arrêt cardiaque. Cette mort s'était suivie du suicide du médecin de l'aventure, Thierry Costa.
Voilà pour ce terrible drame qui touche le sport bleu, blanc, rouge. On continue évidemment de suivre cette affaire dans cette édition et dans nos prochains journaux. Voilà, on parle d'autre chose également ce matin. Il s'agit de cette lettre ouverte signée par les sénateurs républicains américains. Une lettre adressée aux dirigeants de la République islamique d'Iran pour dire à nouveau toute leur opposition à un accord sur le nucléaire iranien. Ce texte a été rendu public hier soir à Washington. Les parlementaires écrivent que quel que soit l'accord signé avec Téhéran, eh bien, il sera caduc au moment où Barack Obama quittera la Maison-Blanche. Regardez. L'énorme majorité des sénateurs républicains a mis en garde l'Iran. Même si un accord sur le nucléaire était trouvé avec Barack Obama, chef de file des négociations, il devra être validé par le Congrès américain. Fait exceptionnel, ils ont prévenu directement l'Iran dans une lettre ouverte sans passer par l'intermédiaire du président des États-Unis. Une initiative parlementaire vivement dénoncée par la Maison-Blanche et qui pourrait faire capoter les discussions. Je décrirai cette lettre comme étant dans la continuité d'une stratégie partisane pour saper la capacité du président à conduire une politique étrangère qui fasse progresser nos intérêts sécuritaires à travers le monde. Cette lettre ouverte a été publiée alors que l'AIEA est arrivée ce lundi à Téhéran. L'Agence internationale de l'énergie atomique a entamé des discussions et poursuit son enquête sur les capacités nucléaires de l'Iran, qui avait accepté en 2013 de jouer le jeu de la transparence. Nous avons annoncé à plusieurs reprises, à la fois dans des déclarations, par écrit et lors de réunions, que nous sommes disposés à donner accès au site aux inspecteurs de l'AIEA. L'Iran et le groupe de discussion composé de grandes puissances occidentales se sont donnés jusqu'au 24 mars pour trouver un accord qui pourrait être valable pendant 10 ans. Et bonjour à notre panel, bonjour Cyril, bonjour Dror et bonjour à notre invité Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'Université Tel Aviv. Merci d'être avec nous. Alors dans quelle mesure cette lettre va influencer directement les négociations actuelles ? D'abord, cette lettre contredit certaines affirmations qu'on avait entendues après le discours ou avant le discours de Netanyahou, à savoir qu'il n'aurait aucun effet. Apparemment, il a eu un effet, pour le meilleur ou pour le pire, selon les positions de chacun. Mais si le Congrès américain envoie une telle lettre, c'est que le discours de Netanyahou a eu un effet. Et lorsque l'on parlait également des pouvoirs, du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire aux États-Unis pour approuver un tel accord, là, le pouvoir judiciaire américain dit c'est nous qui devrons autoriser un tel accord et par conséquent, si le président Obama signe un accord qui ne nous convient pas à nous, sachez que dans 1 an et demi, lorsqu'il ne sera plus... Oui, le pouvoir législatif, en fait, le Congrès dit cela n'engage pas les États-Unis comme pays si cet accord ne nous convient pas à nous, pouvoir législatif. Est-ce que ça pourrait resserrer les positions des Iraniens qui comprendraient finalement que cet accord ne pourra pas être valable dans 1 an et demi ? Je pense que si effectivement l'accord qui se dessine est un accord qui, comme on en avait parlé, à la fois préserve les capacités nucléaires iraniennes et en fait de l'Iran un État seuil à 1 an de la bombe et dans 10 ans finalement toutes les restrictions seront levées. C'est ça plus ou moins que Netanyahou était venu critiquer. Là, effectivement, le Congrès annonce à l'Iran, eh bien, sachez que si ça c'est l'accord, cela n'engage pas finalement les États-Unis, donc ça change effectivement toutes les négociations. Alors il faut quand même rappeler que les négociations sont entrées dans leur phase décisive. La date butoir, c'est à la fin du mois de mars. Kerry rencontrera une nouvelle fois son homologue iranien ce dimanche à Lausanne, en Suisse. Mais les dernières déclarations ne sont pas franchement optimistes de ce qu'on entend des deux parties. Kerry a déclaré hier que finalement les Américains ne sont pas pressés de signer un mauvais accord, qu'il ne faut pas signer pour signer. C'est un coup de bluff, c'est une stratégie de négociation où les difficultés sont réelles? Là aussi, sur cette déclaration, c'est un développement du côté américain et je reviens encore une fois sur les accusations contre le discours de Netanyahou qui disait cela ne servira à rien. Netanyahou a très clairement dit dans son discours menacé de partir de la table de négociation. En parlant aux États-Unis, c'est vous la superpuissance. Oui. Apparemment, Kerry l'a écouté. Vous attribuez cette hausse de ton à Benjamin Netanyahou. Vous savez, quand on dit soit on dit ça ne sert à rien, et alors quand ça sert à quelque chose, on dit mais finalement c'est pas à cause de lui, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vois aujourd'hui que aussi bien le Congrès envoie cette lettre, le président et le secrétaire d'État disent, vous savez,
On ne signera pas n'importe quel accord. Si l'accord ne nous convient pas, eh bien, on ne signera rien. C'est bien ce que Netanyahou avait suggéré. Il y a peut-être un troisième élément également, c'est l'opinion publique américaine. On note ces différents sondages parus depuis quelques jours, depuis le discours effectivement de Binyamin Netanyahou pour Fox News. Un sondage paru avant-hier, 84% des Américains pensent qu'il s'agit d'un mauvais accord. Et selon le Washington Post, un sondage publié cette nuit, 71% des Américains pensent qu'un accord ne permettra pas de toute façon d'arrêter le programme nucléaire iranien. Cette pression de l'opinion public qui s'oppose effectivement à cet accord, ça pourrait jouer là aussi dans la décision finale que prendra Barack Obama? C'est possible que Barack Obama prenne en compte l'opinion publique, mais encore une fois, il n'est plus candidat puisqu'il n'a plus qu'1 an et 9 mois à la présidence. Il ne pourra pas se représenter. Donc, personnellement, je ne pense pas que... C'est la crédibilité du Parti démocrate également dont il s'agit? Je pense que Obama ne se préoccupe pas à ce stade de réélection puisqu'il ne va pas se représenter. Est-ce qu'il se préoccupe des chances du candidat démocrate en 2016? Je ne pense pas que cela le concerne trop non plus. Encore une fois, ce n'est pas impossible que ces sondages aient un effet, mais je pense qu'il y a là en tout cas un tournant pour le meilleur, aussi bien du côté du Congrès que du côté de l'administration, qui dit clairement aux Iraniens, nous ne signerons pas n'importe quel accord avec vous. Et puis dans ce contexte, à noter, Emmanuel, qu'une rumeur est en train de prendre de l'ampleur. Je me tourne vers vous, Cyril. Plusieurs médias indiquent depuis plusieurs jours que le guide suprême iranien a été hospitalisé, qu'il serait dans un état critique. Il a fait depuis une apparition publique pour calmer les esprits. On peut dire quoi de sa situation ce matin ? Très difficile à savoir, évidemment, puisque c'est l'état de santé du guide suprême est évidemment gardé secret, même si les médias officiels iraniens s'en défendent. Certains médias occidentaux le donnaient même pour mort ce week-end. Toujours est-il que cette attention sur l'état de santé de l'ayatollah Khamenei intervient en pleine négociation, vous en parliez, avec l'Occident sur le nucléaire iranien. Or, vous le savez, si les négociations sont menées par le président Hassan Rouhani, c'est le guide suprême et lui seul qui doit prendre la décision de signer ou non cet accord avec le groupe des 5+1. Alors, la question que se posent tous les observateurs ce matin, c'est la suivante. S'il se sait condamné, Khamenei voudra-t-il rester aux yeux de la population comme celui qui a réussi à lever finalement les sanctions occidentales sur son pays, ou bien voudra-t-il rester fidèle à cet esprit de la révolution islamique si cher à son prédécesseur, l'ayatollah Khomeini? C'est effectivement la question que tout le monde se pose. On va peut-être regarder quelques images que vous avez préparées. Ah voilà, donc qui sont les successeurs potentiels au cas où les jours d'Ali Khamenei seraient comptés. Bien celui qui est le mieux placé, semble-t-il, c'est Hachemi Charoudi, qu'on voit ici à gauche sur cet écran. Un ayatollah de 66 ans, plutôt modéré, même s'il est proche d'Ali Khamenei. Il préside actuellement l'Assemblée des experts. Vous savez, c'est ce conseil de 86 religieux chiites chargé de choisir le guide suprême. Autre possibilité pour prendre la suite de Khamenei, le radical Ahmad Khatami, c'est l'imam de la grande mosquée de Téhéran dont les prêches, dit-on, du vendredi sont très appréciés par le clergé chiite iranien. Et puis les deux derniers présidents de la République islamique, Akbar Hachemi, Rafsanjani et Hassan Rouhani, pourraient aussi être tentés par le poste, mais ils seraient jugés trop modérés et surtout pas assez qualifiés sur le plan religieux. Il faut s'attendre à une guerre de succession? Alors pas vraiment, la passation de pouvoir devrait, si elle avait lieu évidemment, devrait se faire dans la douceur, sans grand chamboulement. Une figure de compromis pourrait même être désignée pour éviter l'instabilité politique, comme ça avait été le cas d'ailleurs après la mort en 89 de l'ayatollah Khomeini. La succession s'était faite sans encombre et une figure de compromis qui est donc Ali Khamenei avait été choisi pour éviter l'instabilité politique. Une chose est sûre, c'est que même s'il existe finalement effectivement une crise entre réformateurs et conservateurs en Iran, on voit mal comment l'Iran reviendrait à un isolement international après avoir montré une certaine disposition au dialogue avec l'Occident et surtout à ce jour en avoir largement tiré profit. Alors, vous êtes plongé sur la figure de cet ayatollah Khamenei. On va regarder ça en images. Qui est-il et que signifierait sa disparition? Pas du tout. On va essayer de trouver le bon reportage dans quelques instants. Emmanuel Navol, quel impact sur le programme nucléaire iranien si Khamenei devait amener à disparaître votre premier Alors là, c'est effectivement un développement très important puisqu'on arrive à la date butoir. Ouais. Et que, comme l'a dit Cyril, c'est Khamenei, le guide suprême, qui devra décider si oui ou non l'Iran accepte un tel accord. Or, s'il vient à disparaître, évidemment, cela change complètement les cartes. Ensuite, la question qui se pose est qui le remplacera.
Est-ce qu'il sera remplacé plus par un modéré ou par un dur? Donc cela fait rentrer encore plus de manque de clarté dans les négociations avec l'Occident. Donc c'est pas seulement que les États-Unis, comme on vient de le dire, envoient un message de dire le Congrès est à la fois l'administration, mais également du côté iranien. On ne sait pas qui du côté iranien prendra la décision et qui remplacera Khamenei si évidemment il en venait à disparaître dans les prochains jours. Les choses bougent d'un côté comme de l'autre. On regarde à présent une image. Info ou intox? Selon le quotidien israélien Israël Hayom, le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, aurait été transporté d'urgence vers un hôpital de Téhéran. Après avoir subi une opération, il serait, selon le journal, dans un état critique. La semaine dernière déjà, le quotidien Le Figaro affirmait qu'Ali Khamenei était atteint d'un cancer de la prostate de stade 4. Selon des informations obtenues par le journal auprès des services de renseignement occidentaux, l'espérance de vie du guide suprême, âgé de 76 ans, serait évaluée à 2 ans. Un diagnostic plus grave que prévu, établi en septembre dernier, après une ablation partielle de la prostate. À l'époque, les journaux iraniens s'étaient alors fait l'écho du succès de l'intervention chirurgicale. Sur cette vidéo officielle, on aperçoit même le guide spirituel, en pleine promenade de santé dans les montagnes de Téhéran. Depuis l'opération, c'est la première fois que je peux venir dans les montagnes. C'est le conseil de mes médecins qui m'ont dit qu'il est bon de marcher dans les montagnes, que c'est bon pour le corps. Mais depuis les apparitions publiques de celui qui a succédé à l'ayatollah Khomeini et qui dirige l'Iran depuis un quart de siècle se font de plus en plus rares. Les médias officiels se contentant de distiller ces photos avec parcimonie. S'il venait à se dégrader davantage, l'état de santé d'Ali Khamenei pourrait avoir un impact sur les négociations avec le groupe des 5+1, car lui, et lui seul, est mandaté pour valider tout accord avec l'Occident. Et on parle politique israélienne à présent, à tout juste une semaine du scrutin. Eh bien, un des enjeux de cette élection est celui de l'origine ethnique des candidats, peut-être plus que le clivage traditionnel gauche-droite. Eh bien, la distinction séfarade ashkénaze est plus présente que jamais dans un Israël pourtant qui tente de s'en défaire. Dror, est-ce que c'est devenu un enjeu crucial pour cette élection? Crucial, je ne sais pas. En tout cas, dans ce scrutin, dans cette campagne électorale, on a remarqué que cette question avait refait son apparition de manière un petit peu inattendue. Et je vous ramène, Barbara, ce qui s'est passé samedi soir, un grand rassemblement de la gauche israélienne, place Rabin, à Tel Aviv, avec plusieurs intervenants. On a beaucoup parlé de l'intervention de Meir Dayan. Et puis on commence à beaucoup parler de l'intervention d'un écrivain, un certain Yair Garboz, militant de gauche, assez connu en Israël, relativement connu en Israël, qui s'est lancé dans son discours à une attaque en règle contre ce qu'il appelle une poignée d'Israéliens qui sont des fanatiques religieux ou des ultranationalistes, hein, je cite à peu près ces termes, donc fanatiques religieux, ultranationalistes, policiers corrompus, les policiers qui se livrent à des pratiques d'harcèlement sexuel, etc. Et dans cette longue liste d'Israéliens à rejeter ou à bannir et qui ont pris le pouvoir selon Yair Garboz, cette catégorie de personnes, je vous propose de l'écouter. מנשקי הקמאות עובדי האלילים והמשתחווים ומשתטחים על קברי קדושים רק קומץ. אפילו המטרידים המיניים והאנסים קומץ. והשוטרים שסרחו והשקרנים ששיקרו אינם מעידים על הכלל. אם כל אלה רק קומץ, אז איך זה שהקומץ שולט בנו? איך זה שבאין מרגיש ובאין מפריע הוא הקומץ נעשה לרוב? איך קרה שלהיות קומץ הרסני זה מדבק כל כך? Voilà, donc on a bien compris, hein, dans tous les maux de la société israélienne, selon Yair Garboz en tout cas, les fanatiques religieux, les ultranationalistes, les policiers corrompus, etc., eh bien il y a ceux qui embrassent les mezuzot, qui embrassent des amulettes, qui se prosternent sur les tombes des grands saints du judaïsme, et pour une grande partie de la population israélienne d'origine orientale,
originaires du monde arabo-musulman, eh bien, ils se sont sentis directement visés par cette attaque en règle et mis au même plan, dans la même catégorie que eh bien, les fanatiques de tout genre. Mais évidemment, ça a créé son scandale. Bien évidemment, hein, ce scandale n'a pas échappé à la droite israélienne qui en a profité pour accuser la gauche de racisme en fait, hein, vis-à-vis de cette population israélienne originaire du monde arabo-musulman et dont on sait qu'elle est en général beaucoup plus proche de la tradition, de la religion que ne le sont les Israéliens d'origine européenne. Donc ce clivage, on le voit entre Ashkenaz et Séfarade, est extrêmement présent, c'est un sujet extrêmement sensible, hein, on l'a vu encore avec ces déclarations. Est-ce que tous les partis politiques en jouent de cette carte? Non, en fait quasiment aucun parti politique n'en joue ouvertement, à l'exception notable du Chasse. Le Chasse qui ne fait pas une campagne sur les questions religieuses, mais qui fait une campagne sur les questions de la pauvreté et aussi sur cette question du clivage entre orientaux et ashkénazes. Et d'ailleurs, on a pu voir émerger des pancartes du Chasse avec une photo d'Yair Gerbos, justement, et un slogan: si vous êtes oriental, vous devez voter oriental. Donc là, bien évidemment, c'est très clair. Le Chasse qui joue sur cette carte d'une manière tout à fait claire. Voilà Aryeh Deri, le président du Chasse, et avec un certain succès, parce que ça peut paraître tout à fait surprenant, mais plusieurs intellectuels d'origine orientale, tout à fait laïques, et souvent d'ailleurs engagés à gauche, voire à l'extrême gauche, ont fait et cause pour Chasse, se sont engagés en faveur du Chasse et font campagne pour le Chasse. Ils ne sont pas très nombreux, hein, quelques dizaines de personnes tout au plus, mais symboliquement, c'est quand même quelque chose d'assez remarquable. Est-ce qu'on peut dire pour que ce scrutin 2015, eh bien, le vote séfarade ou ashkénaze existe encore comme un principe pertinent, le Chasse qui appelle aux séfarades à voter séfarade et peut-être les partis ashkénazes à voter ashkénaze? Ça peut surprendre, mais dans l'Israël de 2015, il y a encore une corrélation assez nette entre l'origine, ou plutôt l'origine des parents de l'électeur ou des grands-parents de l'électeur et le comportement électoral, le choix du bulletin de vote. Lorsque vous êtes d'origine orientale, vous avez beaucoup plus de chances de voter statistiquement, bien évidemment, pour un parti de droite ou une formation religieuse, et inversement lorsque vous êtes d'origine européenne pour un parti de gauche ou centriste. Emmanuel Navon, en Israël, les médias appellent ce clivage le démon ethnique, un démon parce que la société israélienne ne veut pas l'assumer, ce clivage, parce que ça reste un sujet tabou? Non, je pense que c'est un sujet qui est devenu anachronique, mais qui est utilisé de façon cynique par certains partis qui essaient de ressasser des clivages qui ont existé dans le passé. Mais on est aujourd'hui en 2015, on n'est plus dans les années 50 ou dans les années 60. Et je pense que la campagne électorale de Aryeh Deri est extrêmement cynique à ce sujet, essayer de ressasser, de rappeler aux gens qu'ils sont certains, de demander à des électeurs de voter selon les origines de leurs parents ou de leurs grands-parents. Enfin, c'est complètement, à mon sens, aberrant. Et alors c'est vrai qu'il y a eu ces déclarations, comme Dror en a parlé, qui expriment une grande condescendance, effectivement, du vieil establishment ashkénaze laïque. Mais, encore une fois, je pense que les tentatives d'Aryeh Deri sont tellement pathétiques que je ne vois pas aujourd'hui comment les gens voteront véritablement en fonction de l'appartenance, de l'origine de leurs parents, de leurs grands-parents. Merci beaucoup Emmanuel, vous restez avec nous. On continuera de parler politique israélienne. À tout juste une semaine du scrutin, on poursuit notre série Les élections pour les nuls. L'honneur ce matin au parti religieux de Naftali Bennett, le Foyer Juif. Restez avec nous. Les élections israéliennes approchent à grands pas, vous l'aurez compris, nous sommes à 8 jours du scrutin. On va continuer évidemment de parler politique israélienne avec vous Emmanuel Navon, avec vous Rudy, et dans un instant avec votre série Les élections pour les nuls. Mais avant ça, on commence avec vous Maurice, tous les jours. Désormais, vous venez nous présenter votre journal de campagne, les 3 infos du jour à ne pas manquer. Alors la première qu'il ne fallait pas manquer, c'est un sondage publié par la radio de l'armée, Galet Tzahal, qui affirme que les Israéliens sont opposés à un gouvernement d'union nationale. 53% des électeurs juifs israéliens, selon Galet Tzahal, ne veulent pas d'un gouvernement Netanyahou-Yitzhak Herzog. Seuls 23% y sont favorables et 24% n'ont pas d'avis. Alors l'opposition à un gouvernement d'union traverse les champs politiques. À droite et à gauche, l'opposition est forte, entre 60 et 66%. Seuls les centristes se laissent un peu plus séduire par ce genre d'idées. En tout cas, le sondage a été effectué après que le président de l'État, Reuven Rivlin, ait laissé entendre qu'il conseillerait un gouvernement d'union nationale à tous les candidats.
C'est un scénario envisageable. Est-ce la bonne solution pour Israël ou est-ce qu'on va arriver à une situation d'immobilisme finalement? C'est un scénario envisageable et ce n'est pas forcément une bonne solution. C'est-à-dire que d'après les sondages de Likoud et le Parti travailliste sont au coude à coude. Je pense que, comme l'a dit le président hier, il proposera un gouvernement d'union nationale parce que aussi bien Herzog aura beaucoup de mal à former une coalition et Netanyahou aussi aura une coalition qui sera très problématique. Et Herzog pourra d'une certaine manière presque les obliger à le faire, puisqu'il pourra également les menacer, entre guillemets, de dire si vous ne faites pas un gouvernement d'union nationale, eh bien je proposerai à l'un d'entre vous de former la coalition sans dire à qui je donnerai la priorité. Donc ça fait la pression. Alors justement, tout va se jouer dans les recommandations que les différents partis vont donner au président Rivlin. Et du nouveau à ce sujet pour la liste arabe unifiée. Justement, c'est la liste arabe unifiée qui pourrait faire la différence. C'est ce que laisse entendre Hainin Zouabi de la liste arabe unifiée, qui pourrait conseiller à son parti Balad de proposer la candidature d'Herzog pour la constitution du prochain gouvernement. Alors, si c'est le cas, ça serait une première dans l'histoire du pays. Jamais aucun parti arabe n'a soutenu un parti dit sioniste. Pour l'heure, la liste arabe unifiée proclame qu'elle fera tout pour faire tomber Netanyahou, mais qu'elle ne compte pas soutenir Herzog. En tout cas, si c'est le cas, cela donnerait effectivement un avantage décisif au parti du centre-gauche, l'Union sioniste menée par Yitzhak Herzog, dans la mesure où, selon les sondages, vous l'avez dit, les blocs de centre-droit et de centre-gauche sont à égalité. La réponse dans un peu plus d'une semaine. On finit par un sondage qui intéresse tout le monde, les hommes et les femmes politiques les plus séduisants. Oui, c'est un sondage qui a été commandé par l'Association israélienne de chirurgie plastique et esthétique. Et ils voulaient savoir quels étaient les politiciens les plus séduisants. Alors, voilà le classement pour les hommes. Sans surprise, Yair Lapid arrive largement en tête avec 39% des voix, suivi de loin par Moshe Kahlon, 8%, Yitzhak Herzog, 4%, et une surprise, Netanyahou n'a pas reçu une voix. Alors pour les femmes, la lutte est beaucoup plus serrée. On a de jolies femmes apparemment dans les partis politiques. Orly Lévi Abouksis de Israël Beitenou, 20% de voix. Coiffe au poteau Ayelet Shaked de Beit HaYehudi avec 15%. Et enfin 8% pour Stav Shafir du Parti travailliste. À noter, et c'est très très important, que le sondage a été effectué sur des femmes israéliennes de 20 à 60 ans. On n'a pas demandé l'avis des hommes. Donc ce sont les femmes qui ont répondu. Voilà pour ce classement. Merci beaucoup Maurice, on en aura appris des choses, ça ne vous étonne pas, Yair Lapid en première place. Et sans chirurgie esthétique en plus. Allez, une semaine discrète, on poursuit donc notre série Les élections pour les nuls. Chaque matin, Rudy, vous venez nous présenter un parti en lice pour qu'on comprenne un petit peu mieux son programme politique. Et ce matin, c'est le tour du parti de Naftali Bennett, le Foyer Juif. Oui, Naftali Bennett, c'est un surdoué des médias. C'est à la base un golden boy qui revend sa start-up. C'est un ex du Likoud et il prend la tête du Foyer Juif et va rénover complètement l'image de ce parti qui à la base est un parti religieux au point de devenir un des challengers officiels de Bibi. Il incarne finalement aujourd'hui, en tout cas c'est ce qu'il veut, incarner la vraie droite et ses sorties sans concession font de lui une sorte d'animal médiatique. Il est d'ailleurs l'homme politique le plus israélien, le plus recherché sur Google Israël. Ça prouve toute l'excitation qu'il y a autour de ce personnage que je vous propose de découvrir en images. Israël est un pays compliqué et encore plus en période d'élection. Alors pour y voir plus clair, ouvrons aujourd'hui le programme de Beit HaYehudi, le Foyer Juif. Un parti religieux, nationaliste et ultralibéral, pas forcément influent, mais ça c'était avant l'arrivée à sa tête en 2012 de son actuel leader, Naftali Bennett, 42 ans, né de parents américains et connu pour avoir revendu sa start-up 100 millions de dollars. Au lieu de prendre une retraite dorée, le Golden Boy se lance en politique en 2006, d'abord auprès de Bibi au Likoud, avant de prendre la tête du Foyer Juif, un parti sioniste religieux, lui-même addition de plusieurs petits partis. En bon patron de start-up, Bennett modernise l'image du Foyer Juif et le fait passer de 3 sièges en 2009 à 12 en 2012, ce qui le propulse ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Emploi. Et pour cette campagne version 2015, Bennett donne de sa personne et se déguise dès les premiers jours en hipster pour faire passer son message nationaliste « Arrêtons de nous excuser et aimons Israël ». Mais au-delà de la com, il y a le programme. Un programme qui s'assume à droite toute. Pour Bennett, Israël est un État juif avant tout et doit s'affirmer comme tel. Il est donc pour un renforcement de l'enseignement religieux dans les écoles. L'école imaginée comme base pour réduire les inégalités abyssales en Israël.
En substance, donner les mêmes chances à tous pour ensuite laisser les bambins concourir, une sorte de libéralisme version gomme et crayon. Le libéralisme aussi contre la vie chère, pour lui plus de concurrence est la solution pour faire baisser les factures des Israéliens. Sans surprise, pour régler le conflit israélo-palestinien, Bennett préconise de ne rien lâcher. Toute concession faite aux Palestiniens est vue comme contre-productive et la création d'un État palestinien serait, selon le foyer juif, un suicide national. Côté société, la ligne du foyer juif est elle aussi marquée à droite au programme, lutte contre l'immigration clandestine et contre le mariage gay. En résumé, Bennett, c'est la droite qui s'assume et un leader charismatique bien que contesté pour son franc-parler. Un challenger pour Netanyahou qui pourrait une fois de plus se muer en cas de coalition en allié. Voilà, le golden boy de la politique israélienne, il sait où il va, Naftali Bennett, et il faut quand même noter qu'il s'est imposé une règle d'or pendant toute cette campagne. Aucune critique à l'égard de Binyamin Netanyahou, aucune attaque frontale pendant toute la campagne, c'est le seul à le faire. Promesse qu'il a brisée cette semaine, je vous le rappelle, puisque après que Nahum Barner du Yediot Achronot ait sorti ce mensonge grossier sur le document qui a été nié ensuite par Denis Ross lui-même, Bennett a tout de suite tiré toutes ses cartouches en disant vous voyez c'est ça le Likoud donc il faut voter pour moi. Donc cette promesse... En tout cas il n'a pas joué comme les autres partis sur tous les scandales à répétition contre Binyamin Netanyahou, sur le discours au congrès de Binyamin Netanyahou que les autres partis lui ont reproché. Lui, Naftali Bennett, était le seul à avoir fait le voyage avec le Premier ministre. Oui, alors là-dessus effectivement, parce qu'il faut bien comprendre aussi que les différences idéologiques entre lui et le Likoud sont minimes. Après tout, il est lui-même issu du Likoud. C'est un ancien du Likoud. Et je dirais même qu'à la limite, le fait qu'il soit au Beit HaYehudi, c'est ça qui est artificiel, parce qu'il s'est retrouvé là-bas presque par opportunisme. C'est un vrai... Il est plutôt du Likoud, en fait. Et donc, idéologiquement. Oui, idéologiquement. Et il s'est retrouvé au Beit HaYehudi aussi à cause de la haine qu'il porte peut-être au Premier ministre, ou plutôt que le Premier ministre et son épouse lui portent. C'est plutôt pour des raisons personnelles, effectivement, qu'il a quitté le Likoud. Il pensait créer son propre parti aux précédentes élections en 2013 et au moment de créer son propre parti, les élections finalement ont été repoussées et c'est là qu'on lui a proposé que l'ancien ministre Uri Orbar, qui est ancien journaliste qui est décédé récemment, lui a proposé de venir au Beit HaYehudi. Et donc il a amené avec lui également Ayelet Shaked qui était membre du comité central du Likoud et ils ont essayé de faire une espèce de modernisation du Beit HaYehudi, mais on voit qu'il a du mal à le faire parce que c'est quand même un parti qui reste un parti religieux, très sectoriel et qui ne le laisse pas tirer le parti vers un deuxième Likoud. Et on a vu ça avec sa tentative échouée de nommer un ancien footballeur sur la liste. Ça n'est pas passé du tout. Donc si vous voulez, lui, il veut faire d'un parti religieux un parti de tout le monde, un parti comme le Likoud, mais ça ne marche pas, ça a une limite. On voit dans les sondages qu'il plafonne à 11-12 sièges. Il y a là un véritable... Il est à 12 sièges, donc il stagne en fait. Il stagne parce que cette stratégie a ses limites. Alors justement, on a vu les visages, vous en parliez de cette liste du foyer juif. Sur le fond, finalement, on lui a reproché d'avoir emballé un parti opposition radicale dans un packaging ouvert, moderne, avec des visages tels que vous l'avez dit, Ayelet Shaked. Son idéologie est restée celle du sionisme religieux classique ? Encore une fois, il ne vient pas du sionisme religieux classique, il vient du Likoud et il sait, d'une certaine manière, il a atterri sur un parti religieux, sur un parti nationaliste religieux. Est-ce qu'il essaye de faire taire les figures les plus radicales, ce parti ? Il faut bien comprendre aussi que son parti est en fait une alliance de plusieurs partis. Alors il y a ce qu'on appelle l'ancien Mafdal et il y a également le parti Tkouma de Uri Ariel. Et donc ces 12 sièges représentent en fait deux partis. Il essaie effectivement, alors il tient aujourd'hui un discours qui est plus à droite que le Likoud, mais on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas très naturel là-dedans, si vous voulez, et que c'est un ancien du Likoud qui est arrivé là-bas par opportunisme, qui a réussi effectivement à faire monter le Parti national religieux, enfin cette union de partis national religieux à 12 mandats, mais tous les sondages qui parlaient il y a un mois de 17 sièges, 7 sièges, tout ça, ça s'est effondré comme un soufflet, parce que c'est contre nature. Voilà, il a atteint son plafond de verre, enfin c'est ce qu'on verra. Je pense que oui, et je pense qu'il n'est pas exclu qu'il revienne au Likoud le jour venu, parce qu'au bout du compte, quiconque a des ambitions politiques nationales doit les avoir dans un des deux gros partis. Il se voit Premier ministre, Naftali Bennett. Je pense que lui se voit Premier ministre, et je pense que si tel est le cas,
il devra revenir au Likoud, c'est très clair. Maurice. Moi, je crois qu'il faut aussi voir que ce parti, Abait Hayoudi, est assez indomptable dans une certaine mesure parce que c'est le roi des alliances. On se souvient que dans le précédent gouvernement, Naftali Bennett avait fait une alliance totalement surprise avec Yair Lapid et qu'il marchait pratiquement sur les mêmes thèmes, la conscription pour tous, le droit au logement, les avancées sociales, par exemple les positions de Yair Lapid sur l'économie et sur des problèmes sociaux comme ceux des homosexuels sont assez importantes. Je veux dire, donc il est malgré tout capable de faire des alliances avec d'autres partis qui ne sont pas nécessairement des partis religieux. On l'a dit, hein, sur la question du conflit israélo-palestinien, les positions du foyer juif sont extrêmement tranchées. En gros, l'idée de Naftali Bennett, c'est aucune concession, vous l'avez dit, et la solution proposée, l'annexion à Israël des grands blocs d'implantation dans les territoires. Est-ce que c'est une idée qui est en train de faire son chemin dans le consensus israélien? Il parle plus exactement d'annexer les territoires C des accords d'Oslo, c'est-à-dire les territoires qui sont restés sous le contrôle israélien, contrairement aux territoires A et B qui sont sous le contrôle de l'autorité palestinienne. Mais il faut bien comprendre quelque chose. Pour annexer, il faut une majorité à la Knesset. Ce n'est pas avec ses 12 députés qu'il va annexer, qu'il va faire passer une telle loi. Donc ce sont des propositions qui sont vraiment des propositions en l'air, puisque, et en plus de cela, juridiquement, cela ne changera quasiment rien sur le terrain, parce que même si Israël annexait les territoires C, quel sera le changement? Je veux dire, donc encore une fois, il ne parle pas d'un État binational dans la mesure où il ne parle pas de donner la citoyenneté aux résidents arabes de Judée-Samarie, mais encore une fois, pour annexer, il faut une majorité. Cette majorité n'existe pas puisque le foyer juif n'a que 12 députés. En tout cas, tant le foyer juif que le Likoud a toujours clamé haut et fort qu'il fallait construire dans les territoires, poursuivre cette construction. On a voulu entendre les Israéliens sur cette question. Betsa Besselem leur a posé la question suivante. Israël a-t-il raison de poursuivre ou non la construction dans les territoires? Regardez. הסיכוי היחיד של מדינת ישראל להישאר מדינה יהודית ודמוקרטית זה אם תקום מדינה פלסטינית. מדינה פלסטינית צריכה לקום בלי שיהיו בה התנחלויות. אז לבנות, את מי שאחר כך צריך לפנות, אין טעם בעיניי. בכל זאת יש אנשים שגרים שם, אז כאילו... זה קצת קשה לענות. כל עוד הם שלנו, אז זה בסדר להמשיך לבנות שם, כל עוד זה החלטת ממשלה, לגברת רוב. צריך להפסיק, אני חושבת שקודם כל זה לא חוקי, הבנייה בהתנחלויות, ומעבר לזה זאת פגיעה מאוד מאוד אמיתית בזכויות של אנשים אחרים. שצריך לחתור בכל דרך לשלום ולשקט. זה לא שלנו. אם יש שכונה והיא מתפתחת וזה במקום כמו אריאל למשל, נראה לי כן שאפשר להמשיך לבנות, אבל לא באופן עקרוני לא. עד שלא יהיה איזושהי החלטה לגבי מה זה שטחים, לא צריך לבנות שם. אפשר לקבוע עובדות בשטח. זה חלק מתהליך של כיבוש, הוא הולך ונהיה יציב יותר וקבוע יותר ככל שהזמן חולף. אני לא חושבת שצריך לתת הרבה כסף לבנות בשטחים, צריך לבנות את הצפון והדרום והפריפריה, אבל אני חושבת שאנשים שגרים שם יש זכות להיות שם. לא תורם, אני חושב שצריך לבנות פה בתוך המדינה לאנשים שאין להם בתים וזוגות צעירים, שיהיה יותר קל. Quelle est la logique israélienne, Emmanuel Naval, en poursuivant cette construction dans les territoires? La même qui était celle des premiers colons qui sont arrivés au 19e siècle pour construire à Jaffa et à Tel Aviv. Autrement dit, si on veut une présence juive, il faut construire. Maintenant, c'est vrai qu'il n'y a jamais eu véritablement une stratégie d'ensemble. Concernant la Judée-Samarie. Je vous rappelle que les premiers à construire, ça a été les partis travaillistes. C'était le parti travailliste dans les années, fin des années 60 et années 70, pour des raisons sécuritaires essentiellement dans la vallée du Jourdain. Et ensuite, dans les gouvernements du Likoud, ça s'est étendu au reste de la Judée-Samarie. Mais encore une fois, aujourd'hui, le véritable désaccord, c'est entre ce qu'on appelle les blocs de construction sur lesquels il y a un accord assez large et les constructions plutôt isolées.
Mais là aussi, il faut bien comprendre, il faut bien voir l'arbre qui ne cache pas ou qui cache la forêt. Lorsque Israël a suggéré de retirer toutes ces implantations, ça n'a pas amené la paix. On a vu que dans la bande de Gaza, leur retrait comment ça a mené la paix. Donc il faut voir les choses en perspective également. Voilà, il reste à savoir ce que la gauche proposera si effectivement elle remporte ces élections. Merci beaucoup Emmanuel Navon d'avoir été avec nous. Merci Rudy. Merci Maurice. On se retrouve après un nouveau journal puisqu'on parlera notamment de la place des femmes sur la scène politique israélienne. Où se place l'État hébreu par rapport à d'autres pays occidentaux? Réponse à suivre donc après un nouveau journal. Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning. Bienvenue. Bon réveil. Si vous nous rejoignez, on va continuer de décrypter la scène politique israélienne dans un instant. Nous sommes à exactement une semaine du scrutin. Mais avant cela, Cyril, on se plonge dans les grands titres de la presse du Moyen-Orient ce matin et on démarre cette revue en prenant la direction de l'Irak. Exactement, avec cette photo du jour, Barbara, que l'on doit au journal irakien Azaman, le temps, les soldats de l'armée irakienne en pleine offensive pour reprendre au groupe État islamique la ville de Tikrit, alors que les Peshmerga kurdes, vous le savez, eux, encerclent la ville de Kirkouk, au nord de l'Irak. Un Daesh sous pression donc, mais son pire ennemi pourrait venir de l'intérieur, puisque selon le journal panarabe Asharq el-Awasat, l'organisation djihadiste montrerait des premiers signes de délitement. La magie de l'aventure djihadiste en Syrie commencerait-elle à s'estomper, s'interroge le journal. Eh bien, on a toutes les raisons de le croire, puisque le groupe islamiste commence à enregistrer des désertions de combattants étrangers. Une centaine de ces hommes qui auraient tenté de fuir auraient été exécutés, écrit le journal. Ajoutez à cela les tensions croissantes entre combattants du califat et djihadistes étrangers, la difficulté à recruter de nouveaux djihadistes. Bref, pour les barbares, c'est peut-être le début de la fin. Voilà, à noter que ce sont des événements qui interviennent alors que la Ligue arabe s'est réunie hier au Caire. Avec cet appel, Barbara, de son secrétaire général, Nabil El-Arabi, il a déclaré qu'un besoin pressant se faisait ressentir pour la création d'une force militaire panarabe pour combattre le terrorisme. Une force qu'il voudrait multifonction, capable d'intervenir rapidement pour lutter contre le terrorisme, mais également des activités de groupe, des activités pour aider dans les opérations de maintien de la paix. Voilà, et on termine avec cette information. Ça se passe en Cisjordanie. C'est un coup de filet de l'autorité palestinienne contre les terroristes du Hamas. Au moins 40 membres du Hamas auraient été arrêtés hier en Cisjordanie par les forces palestiniennes du Fatah, donc de Mahmoud Abbas, lors d'une opération coordonnée dans plusieurs grandes villes de Cisjordanie, à Hebron, à Ramallah ou encore à Tulkarem. Et puis sur les 15 derniers jours, nous dit le journal pro-Hamas Palestine, c'est au total une centaine de militants du Hamas qui auraient été interpellés. Selon le journal, sans motif officiel, mais pour le quotidien de gauche israélien Haaretz, il y aurait un autre motif. Ce vaste coup de filet aurait directement été commandé par Mahmoud Abbas. Pourquoi ? Eh bien pour éviter que ne se reproduise le scénario de 1988, où des attentats anti-israéliens à la veille des élections avaient profité à la droite israélienne. Et puis tout à fait autre chose pour finir, Sami Abu Zuhri, qui est le porte-parole du Hamas, a démenti dans les colonnes du journal Palestine, qui est son porte-voix, et qu'une trêve de 5 ans en échange de la levée du blocus sur la bande de Gaza aurait été proposée par le mouvement islamiste palestinien. Voilà, le mouvement islamiste qui attendait la réponse israélienne après les élections, mais démenti donc de cette proposition ce matin. Merci beaucoup Cyril. Allez, on s'intéresse aux femmes ce matin, les femmes sur la scène politique israélienne. Rudy, où se place Israël dans ce classement par rapport à d'autres pays occidentaux ? Pas forcément mal. Cela dit, les experts disent que la prochaine Knesset sera la plus féminine de l'histoire. Alors on prévoit 31 femmes députées, alors que la Knesset actuelle, dans la Knesset actuelle, on n'a que 27 sièges, soit 22,5% des membres de la Knesset et seulement 18% des ministres. Alors ça paraît peu, mais c'est un taux qui est quasi identique à celui de la France. Sur l'Assemblée nationale, par exemple, on a 422 députés et 155 femmes, soit un taux de 26%. Donc on est à peu près dans les mêmes eaux. Cette élection voit aussi l'émergence de visages féminins que les partis aiment mettre en avant. Comme ça, on peut piocher, par exemple, au Likoud, Miri Regev, 5e sur la liste, connue pour être
pour ses positions tranchées, pour ses sorties, pour son franc-parler, ses sorties tranchées. Du côté de la droite toujours, il y a Ayelet Shaked qui est la jolie représentante du parti Abaït Ayodi dont on parlait. Oui, ça c'est sa photo officielle de Wikipédia, vraiment. Donc il y a ces visages féminins que à gauche comme à droite on met en avant. Et puis à gauche, à l'extrême gauche, il y a une femme qui dirige un parti. Oui, c'est la seule. C'est Zahava Galon. Elle dirige le Meretz, le parti très à gauche. On va en parler dans un instant avec un clip du Meretz. Mais alors du côté du camp sioniste aussi, on a vraiment misé sur l'égalité homme-femme très clairement. Et même si elle n'est pas tête de liste, Tzipi Livni devrait diriger le pays si le camp sioniste l'emportait. Un système de rotation. Absolument, pour 2 ans. Donc les femmes sont mises en avant clairement en disant que ce ne sont pas que des promesses, ce sont des actes. Et c'est ce qui a été mis en scène dans un clip qui est sorti il y a 2 jours pour la journée de la femme, le 8 mars. Eh bien, le camp sioniste nous avait proposé un panorama de ces femmes très actives dans sa liste. אמת שסתיו שפיר נבחרה לחברת הכנסת המצטיינת של הכנסת ה-19? אמת. אמת שמרב מיכאלי הייתה המחוקקת הפעילה ביותר בכנסת ה-19? אמת. אמת ששלי יחימוביץ' הוכתרה לחברת הכנסת הנגישה ביותר בכנסת ה-19. אמת. אמת שציפי לבני נבחרה לאחת מ-20 המנהיגים המשפיעים בעולם? אמת. אמת שרק למחנה הציוני יש 3 נשים בחמישייה הראשונה ו4 נשים בעשירייה הראשונה? אמת. אמת שב-17 במרץ אנחנו בוחרות במפלגה היחידה שיכולה להחליף את שלטונו הכושל של נתניהו? À noter quand même que c'est un homme qu'on entend. Absolument, avec une voix grave, contrairement à Bougie aussi. Bon, alors, on l'a vu, la gauche surfe sur cette égalité homme-femme en mettant en avant ces députées féminines effectivement très actives. Et finalement, à part les mouvements religieux, tous les partis israéliens présentent des femmes en de bonnes places, mais il y a quand même des différences, des bons et des mauvais élèves. Il y a les bons et les mauvais élèves. C'est vrai que dans le camp sioniste, on fait remarquer que peu de place du côté du Likoud a été accordée aux femmes. Herzog dit même, je cite, qu'il y a moins de femmes dans la liste du Likoud qu'au Parlement saoudien, c'est vrai. On retrouve seulement 2 femmes à des postes, futurs postes à responsabilité, futurs éligibles. Il y a Miri Regev dont on parlait et il y a Gila Galmiel qui est la seule femme à être positionnée entre place réelle sur la liste. Voilà, 11 et 20e, donc qui aura un siège à la Knesset. C'est effectivement assez peu. Alors, on parlait il y a un instant du seul parti israélien dirigé par une femme. Il s'agit de Zahava Galon à la tête du Meretz. Oui, elle a 59 ans, elle est donc tête de liste du Meretz. Et donc, le Meretz a, c'est un de ses thèmes de prédilection, mis l'égalité homme-femme au centre de sa campagne, au centre de ses préoccupations. Et dans un clip, lui aussi diffusé pour la Journée de la Femme, le Meretz, tout simplement, faisait le bilan de toutes les actions faites en faveur du droit des femmes. Je vous propose de regarder. לעלות עוד טיפה. שבור שמאלה, שמאלה, שמאלה. תגדילי. עוד טיפה. סע. צריך לעלות עוד קצת. עצור. יופי. מצוין. העלינו את תקרת הפיצויים להטרדות מיניות. עצרנו פיטורי נשים בזמן טיפולי פוריות. הגדלנו את ייצוג הנשים בוועדות למינוי שופטים ודיינים. העלינו את גיל הנישואים מגיל 17 לגיל 18. עצרנו את העלאת גיל הפרישה לנשים. הגדלנו את המשאבים למאבק בסחר בנשים. את שמאלנית? את פמיניסטית? תצביעי מרץ. שמאל זה מרץ. Voilà pour ce portrait de la classe politique qui se féminise petit à petit en Israël. Et justement, on part à la découverte ce matin et dans les jours qui vont nous mener jusqu'à l'élection, à la découverte de plusieurs femmes politiques israéliennes de premier plan. On démarre cette série de portraits avec Orly Levy. Elle figurait dans votre classement, la femme la plus jolie de la scène politique israélienne, mais elle s'est fait connaître pour son combat social, qui est beaucoup plus important peut-être que sa beauté. Portrait signé Tal Shalev et Laurent Tolila. Regardez. היי, אני אורלי לוי, אני מבית שאן, גדלתי והתחנכתי בבית שאן למשפחה מרובת ילדים. היום אני אימא ל4 ילדים, יש לי תואר ראשון במשפטים, עסקתי בתקשורת, והנושאים שאותם אני מקדמת זה נושאים של ילדים ובני נוער בסיכון, נושא רווחה, הנושאים החברתיים שבעצם הם מנת חלקם של רוב האוכלוסייה במדינת ישראל.
אני גדלתי בבית פוליטי מאוד, והחוויות שלי מהפוליטיקה לא היו נעימות בתור ילדה, אבל כשאתה גדל בבית כזה, מן הסתם אתה סופג אליך כמה דברים, אתה בוחר גם איפה לייצג אותם. זה לא חייב להיות באמת בפרונט של מקבלי ההחלטות בכנסת או בממשלה, ואני בחרתי לעשות את זה בתקשורת. ואז הגיעה הצעה שהיא מבחינתי הייתה באמת מה שהציף את הדילמה. את מדברת בנושאים חברתיים. מה אם יהיה לך אור ירוק לשנות ולהריץ את הנושאים החברתיים שבהם את מאמינה? תהיי בתפקיד או במיקום מאוד גבוה ביחס לח"כ נכנס, ועם הבטחה לאור ירוק בנושאים החשובים לך. אני פה, לא? תראי, יש הרבה תגובות שאני יכולה לייחס אותן לתגובות שוביניסטיות, היום פחות, או שהפכתי להיות אדישה. המוטו שלי גם זה אוקיי, אבל שידברו, זה לא משנה, אם זה לא מסרס אותי, אז זה לא פוגע בי ולא פוגע במאבק שאותו אני מנסה. אם הייתי הולכת עכשיו לקונחייה הזו של האישה שנלחמת על זכותה שידברו אליה בצורה שווה, היינו מאבדים את העיקר, ואותו השגנו בגלל שהתעלמתי מזה לחלוטין ועמדתי על זכותי להמשיך ולהביע את דעתי, ולא התעסקתי עם זה שעכשיו מגיע לי שתתנהג אליי בצורה אחרת. ותאמיני לי, חלק מהחוקים שאותם העברתי, אין לי ספק שלא היו עוברים ללא העקשנות שלי והדבקות במטרה, והתחושה שזה אישי. מה, אישה ראש ממשלה? בוודאי, אבל אני חושבת שהנושא של ההתעסקות, של האחריות, של הזמן הפנוי עם המשפחה, אני חושבת שגם ככה הילדים שלי משלמים מחיר, ולא הייתי רוצה לגבות מהם מחיר יותר כבד ממה שגם עכשיו הם משלמים. הדילמות האלו הן דילמות שמשותפות, אני חושבת, לכל אישה שיוצאת לשוק העבודה, החל מחופשות לידה ועל החזרה לשגרה. אבל אני יכולה לספר לך שאני מגיעה הביתה, לפעמים ב-10 בלילה, ואני תוך כדי זה שאני מגיעה עוד על העקבים עם הבגדים, מתחילה להרים כביסה, לזרוק לזה, למיין את הכלים לכיור, ובסוף גם שומעת תלונות על כך שאני לא נמצאת בבית ומבשלת ארוחת צהריים חמה בכל יום. איך הבת שלי אמרה לי, אני לא צריכה לשלם את המחיר של הקריירה שלך, אז תתחילי לבשל. יש רגעים שבהם אני אומרת למה הייתי צריכה את זה, אבל כשאני מסתכלת על למעלה מ-26 חוקים חברתיים, פר אקסלנס, ממש את מתעסקת בילדים בסיכון, בילדים עם בעיות, באוכלוסיות מוחלשות, בדיירי הדיור הציבורי, בנפגעות ונפגעי תקיפה מינית, בנפגעי עבירה קטינים, כשאני מסתכלת על ההישגים האלו ועל הגנה על אותם ילדים, אני אומרת, זה היה שווה כל רגע. אולי לא הצלחתי לעשות מהפכות גדולות, אבל המהפכות הקטנות האלו של הילדים משנים את החיים. Voilà pour ce portrait, d'autres à suivre dans les jours qui vont nous mener jusqu'à l'élection. Et on continue de parler des femmes en politique, Maurice, avec un nouveau parti. Il est orthodoxe et féministe. Une petite révolution en soi. Ah oui, un bijou de politique. D'abord, le parti s'appelle Besroutan. Ouais. Il faut déjà dire ce que ça veut dire. Ça veut dire par leur droit ou par leur mérite. Il y a un double sens dans ce nom de parti. Alors c'est effectivement une liste de féministes ultra-orthodoxes créée début 2015. Mais il faut dire quand même qu'il y a 2 hommes sur la liste, eux aussi ultra-orthodoxes. Alors l'objectif, c'est la représentation des femmes ultra-orthodoxes à la Knesset et la défense des droits des femmes en général. Alors le parti a été créé par Ruth Kolyan. Elle a 33 ans, elle vient de Petar Tikva. Elle est mariée, elle a des enfants. On n'a pas réussi à savoir combien d'enfants. Et elle est militante de longue date pour les droits sociaux. Alors, ce n'est pas sa première tentative. En octobre 2013, juste avant les dernières élections, Ruth Kolyan avait fait appel sans succès devant la Haute Cour de justice pour demander la suppression, pas moins que ça, des subventions accordées aux partis politiques qui excluent les femmes de leur représentation. Donc ça a été un échec. Après cet échec et une tentative avortée de se présenter à la municipalité de Petar Tikva, elle s'allie avec 2 autres féministes ultra-orthodoxes, Noah Erez et Keren Mouzan, qui lancent une pétition sur le thème « Si nous ne sommes pas éligibles, nous ne voterons pas », tout simplement. Aujourd'hui, c'est chose faite, donc elles ont créé leur parti Besroutam, qui existe et représente une liste pour le 17 mars, une liste féministe ashkénaze séfarade, mais aussi dans laquelle figurent, je vous l'ai dit, 2 hommes. On regarde leur plateforme. Leur plateforme, allez, on y va. אני צריכה חינוך לפעוטות שלי. מה שאת באמת צריכה זה ביטחון. הבטיחו לנו חינוך חינם.
עם גננת וסייעת אחת על 35 ילדים, לא מספיק חינם. צריך חינוך. אני רוצה את חירותי ורכושי בחזרה. מי זה? אני רוצה את חירותי. תנו לי גט ומזונות לילדיי. נשים בישראל סיימו לשתוק נוכח ההתעללות הבלתי פוסקת של בתי הדין הרבני. 67 שנים אנחנו מחכות למקום ריאלי בסדר העדיפויות הלאומי. 67 שנים שדוחקים את צורכיהן של נשים לשוליים. גמרנו לחכות. אנחנו משנות את סדר היום הלאומי. כי שוויון בנטל מתחיל בשוויון. הצטרפו אלינו, מפלגת ובזכותן. Alors vous le voyez, deux thèmes, l'éducation et le droit des femmes, bafoués par les tribunaux rabbiniques, deux thèmes qui, vous le remarquez, ne s'adressent pas uniquement aux femmes ultra-orthodoxes, mais en vérité à l'ensemble des juives israéliennes. Alors on va en parler avec quelqu'un qui est peut-être concerné par ce parti. Chantal Oisi, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes une femme orthodoxe, vous enseignez la Bible dans les écoles. Alors on le voit, c'est un parti qui est là pour représenter finalement les vraies préoccupations des femmes orthodoxes en Israël. Est-ce que leur voix, vous considérez que leur voix, que votre voix n'a pas été assez entendue jusqu'ici? Bonjour, oui. En effet, on n'a pas beaucoup été entendu, bien que le judaïsme demande à ce que la femme soit un petit peu en retrait. Et c'est très important, c'est une grande tradition chez les femmes de rester un peu en retrait de la vie politique, un peu à l'ombre, parce que c'est un peu le rôle de la femme d'être à l'ombre dans sa famille, mais elle doit jouer un grand rôle, elle doit avoir son mot à dire, elle doit être écoutée. Et dans ce cas-là, alors tout va bien. Voilà. Le Teilim dit, tout le Kol Kvuda... On doit s'arrêter là, Chantal Oisi. Je suis désolée, on n'y reste plus beaucoup de temps. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bezroutan, réponse après le scrutin pour savoir ce qu'elles vont obtenir. Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning, dernier plateau exclusivement féminin pour notre plus grand plaisir. Bonjour les copines, Laetitia, on va parler cinéma dans un instant avec les sorties de la semaine. Mais avant cela, Betsabe, on passe en revue quelques clics de la presse internationale ce matin. Évidemment, on commence par ce terrible drame en Argentine. Un gros clic ce matin, donc une collision entre deux hélicoptères qui a fait 10 victimes, on le rappelle, dont 3 grands sportifs français, Florence Artaud, Camille Muffat, Alexis Vastine. Alors que faisait-il en Argentine? Les 3 champions participaient avec d'autres sportifs français au tournage de l'émission de télé-réalité Dropped, nouveau jeu d'aventure de la chaîne de télévision française TF1. Inutile de vous dire que la presse française est en émoi, depuis RFI à Libération en passant par Le Monde qui dresse les portraits d'une Camille Muffat surdouée, des bassins à la courte carrière, écrit Le Monde, 25 ans et presque autant d'années passées dans l'eau, du boxeur Alexis Vastine, 28 ans, médaillé olympique au parcours chaotique, dont la famille était déjà endeuillée puisque en janvier, la benjamine de la famille, Célie, 21 ans, a été victime d'un accident de la route. Et puis Florence Artaud, la petite fiancée de l'Atlantique, donc surnom qu'elle avait gagné, c'était en novembre 1990 quand elle bouclait la 4e édition de la route du Rhum en tête. 3 parcours qui se sont donc arrêtés brutalement hier dans ce que Libé nomme la plus grande tragédie de l'histoire de la télé-réalité, puisque plusieurs autres candidats de télé-réalité sont décédés pendant le tournage d'émissions de survie, noyade, crise cardiaque, voire suicide. Notez que la nouvelle fait le tour du monde. En Europe, le drame a été repris par de nombreux quotidiens nationaux. Regardez par exemple La Repubblica en Italie, ou même outre-Atlantique. C'était ce matin l'info d'ouverture du site de CNN. Des stars de télé-réalité tuées, c'était le titre. Donc il s'agit bien de sportifs et non pas de stars de télé-réalité, mais ils ont fait ce qu'ils ont pu. Voilà, les grandes figures du sport français disparues. On reste en France avec cette autre affaire, évidemment. 4 personnes arrêtées dans l'enquête sur les attentats de Paris. Voilà, l'enquête sur les attentats de Paris commis par les frères Kouachi et Amédi Koulibaly progresse, donc écrit le site d'Europe 1. C'est l'information, une autre information qui a retenu l'attention de la presse. 4 personnes ont été donc placées en garde à vue. Parmi elles figure une gendarme et son compagnon, un proche de Koulibaly. Lui aurait été
aperçue avec Koulibaly quelques jours avant l'attaque. Et quant à elle, eh bien, son histoire d'amour la place au cœur de l'enquête, écrit le Parisien ce matin. Converti à l'islam depuis 2 ans, Emmanuel, c'est son nom, aurait consulté les fichiers informatiques de la gendarmerie concernant son compagnon après les attentats. Alors, était-ce pour le renseigner? L'enquête poursuit son chemin. On en saura plus dans les jours et semaines à venir. Allez, on quitte la France pour parler d'une conférence de presse qui était extrêmement attendue hier, surtout par les geeks. La présentation de l'Apple Watch, premier gadget finalement sorti par Apple depuis la mort de Steve Jobs. Ouais, et pas seulement par les geeks, tous les médias quand même ont fait chauffer quand même l'attention. La keynote, c'est le nom de cette conférence mondialement suivie, s'est déroulée donc à San Francisco. C'était l'heure de vérité pour la pomme, nous disait la presse, comme Le Point par exemple que vous voyez sur vos écrans. Alors on attendait donc avec impatience de nouvelles informations sur cette montre intelligente. Notez au passage qu'aucun produit Apple n'avait fait l'objet d'une pareille attention avant sa mise en vente de présentation, donc souligne le Figaro. Alors, réponse concrète sur le produit. Son autonomie sera de 18 heures lors d'un usage normal. L'Apple Watch devra ainsi être rechargé la nuit grâce à son alimentation magnétique. Apple Watch sera mise en vente dès le 24 avril, sera disponible à laisser dès le 10 avril. Alors, vous avez 2 tailles, 6 bracelets, 6 matériaux au choix. Quant à son prix, il variera de, accrochez-vous, 399 € à 11 000 € pour ceux qui ont des goûts de luxe. Bon, c'est bien plus qu'une montre, c'est un téléphone portable en fait autour du poignet. Vous aimez? Non. Le design? Non, vous avez moi pas j'avais acheté déjà du coup la Samsung, mais je trouve franchement pas vraiment l'intérêt, quoi. Je suis très contente avec mon... En plus je trouve qu'une montre c'est un bijou et c'est quelque chose dans lequel il faut investir, pour lire l'heure, effectivement. Voilà, et là elle fait tout en plus que de lire l'heure. On parle d'une autre technologie qui se développe à... Non, on parle plus de technologie, au contraire. On parle d'un homme qui lui cultive ses instincts plus primitifs. Tandis que la montre va bientôt s'occuper de votre linge, eh bien l'homme lui reste comme avant, puisque la presse britannique nous apprend que vous jugez une personne en la reniflant. Et oui, ce serait même pour ça, écrit le Guardian, qu'on se serrait la main. Alors à en croire des chercheurs israéliens, en fait, ça vient d'ici, on reniflerait plus la main qu'on a tendue après une poignée de main avec une personne du même sexe. Et oui, vous reniflez votre main après Barbara sans vous en rendre compte. Et si on si on serre la main d'une personne du sexe opposé, on reniflera plus l'autre main. Vous suivez? Non, j'ai pas compris. Si vous serrez la main d'une personne du même sexe, vous allez renifler plus la main dont vous êtes servi. Si vous reniflez la main d'un homme, vous allez en fait renifler plus l'autre main. Après, ça veut dire que ça vous intéresse moins. Vous êtes plus intéressé par comment sent la personne de votre sexe. C'est ce qu'on apprend. Alors, à quoi ça nous sert à apprécier une personne? Ça sert à apprécier une personne si c'est une personne malade, une personne craintive. Et voir quand même, les femmes évalueraient ainsi leur potentiel compagnon. Par exemple, elles aiment des hommes socialement dominants, apprend-on. Ça veut dire qu'ils sentiraient moins bon? Non, c'est une question d'odeur. Ce sont des composants chimiques. Voilà. On peut plaire à une personne. On peut avoir une senteur dominante pour une personne, mais pas forcément pour une autre. Exactement. Ça reste subjectif. Voilà, les chiens se sentent autre chose. Nous sentons les mains. C'est la même chose. Voilà, pour cette histoire de senteur et d'odeur, on termine avec une autre histoire, celle d'une petite fille miraculée. Voilà, on a commencé ces clics avec un drame. Je vous propose de finir avec un miracle qui a ému les États-Unis ces derniers jours. Vendredi, une petite fille de 18 mois a survécu 12 heures dans un froid glacial près de sa mère, morte à la suite d'un accident de voiture. La voiture était tombée d'un pont dans une rivière. La maman avait 25 ans et c'est un pêcheur qui aurait retrouvé le bébé, la tête en bas, encore dans son siège auto. Alors l'état de la petite fille hospitalisée aurait positivement évolué, nous informent les médias américains. Et alors pour la petite histoire, depuis dimanche, il y a une collecte qui a été organisée, une collecte de dons pour financer d'une part les obsèques de cette jeune maman et puis pour payer les soins d'hôpitaux. Et on souhaite bien sûr bonne chance à cette petite fille. À la petite Lily, merci beaucoup Betsabé. On parle de mode à présent avec ce portrait d'un jeune créateur israélien. Il a profité de la semaine de la mode parisienne pour présenter sa collection masculine dans la capitale française. Il s'appelle Ed Miner. Sandy Fortis avec Ranchneck l'ont rencontré dans son atelier. La trentaine à peine entamée, Ed Miner, jeune créateur israélien, commence déjà à percer dans la capitale de la mode.
En janvier dernier, il a présenté sa première collection lors de la Fashion Week de Paris, collection qu'il a vendue à 4 grands magasins japonais et new-yorkais. Ce qui est génial à Paris, c'est qu'ils sont très ouverts aux créateurs étrangers. Né à Mitzpe Amoka, petit village du nord d'Israël, Ed Miner quitte sa ville natale pour étudier dans la prestigieuse Bezalel Academy à Jérusalem. 4 ans plus tard, c'est à Paris qu'il se rend pour rejoindre le célèbre Institut français de la mode. Mais son inspiration, c'est à Jérusalem qu'il la trouve. Cette intensité qu'on trouve au Moyen-Orient, cette tension, tout ça me manquait, ainsi que toutes les références culturelles. À l'époque, je sentais vraiment que Jérusalem était le centre du monde, comme une sorte de cœur qui influence tout ce qui se passe autour, d'un point de vue culturel et spirituel. Un état d'esprit qui se ressent dans sa collection, Ed Miner mixe sur-mesure élégant et touche militaire, des vêtements amples et confortables qui conviennent à toutes les morphologies. C'est ce que je vois autour de moi tout le temps, des uniformes militaires. On voit ça partout en Israël, dans la rue, dans le bus. Dans son atelier, Ed Miner possède un autre trésor que sa collection, des dizaines de livres sur l'histoire du peuple juif ou plutôt sur leur tenue vestimentaire, une autre source d'inspiration pour le jeune créateur. Je me suis inspiré des tenues traditionnelles des juifs orthodoxes, de leur technique, de leur style. C'est large et il est surtout question d'envelopper le corps, pas de le mettre en valeur. Tissu de qualité, technique précise, effet de légèreté, Ed Miner crée des vêtements qu'il aimerait porter, c'est ce qu'il fait depuis ses 16 ans. Aujourd'hui, Ed Miner se consacre à honorer ses commandes, faites à Paris, mais pense déjà à sa prochaine collection. Son objectif, continuer à faire ce qu'il aime, créer et voir les gens porter ses créations. Je veux rester vivre en Israël, y conserver mon studio principal. Mais je veux aussi voyager partout avec mes créations, être exposé et bien sûr vendre mes collections. C'est tout ce qu'on lui souhaite et pour le moment, ça semble plutôt bien parti. Et on parle cinéma à présent. Laetitia, les sorties de la semaine. On commence avec ce qui pourrait bien être le box-office de la semaine, hein, c'est Selma. Selma, tout à fait. C'est un film qu'on attend depuis pas mal de temps, qui a fait beaucoup le buzz durant la cérémonie des Oscars. C'est donc ce film qui retrace la lutte historique de Martin Luther King pour garantir le droit de vote à tous les citoyens américains. C'était une dangereuse campagne terrifiante qui s'est achevée par une longue marche depuis la ville de Selma jusqu'à celle de Montgomery. C'était le 7 mars 1965, 600 manifestants noirs s'engagent sur le pont de Selma suite à ce refus de laisser sa place à un blanc de la fameuse Rosa Parks. Voilà donc pour ce film qui donc a créé la polémique durant la cérémonie des Oscars, qui a obtenu un seul Oscar, celui de la meilleure chanson. Il s'agissait de Glory, interprétée par le rappeur Common et John Legend. C'était une performance qui était extrêmement touchante durant la cérémonie, qu'on va regarder voilà tout de suite en images. Donc là on a le rappeur Common et on va l'écouter tout de suite. This is the first Oscar and nomination for Voilà. Donc pour Glory, qui était donc l'unique Oscar pour ce film Selma. Le deuxième film qu'il faut absolument aller voir cette semaine, ça s'appelle The Voices. C'est avec Ryan Reynolds. Et alors là, c'est vraiment la grosse surprise. C'est la même réalisatrice qui avait réalisé le fameux film d'animation Persepolis. L'histoire de The Voices, c'est Jerry, qui est amoureux de la comptable de son travail. Alors il va se confier à ses animaux de compagnie. On est dans la fantasy, mais ils ont la faculté de parler, un chat qui le pousse à commettre des meurtres en série et un chien affable. On regarde tout de suite en image, vous allez tout de suite comprendre la fantaisie.
How are you doing, Jerry? Very well, thank you. Do tell. They like me at work. You have the greatest hair, Tom. In the back. It's awesome. And? There's a girl. I like her. Jerry. Hey, Fiona. Hey. Oh, Bosco, what a day, what a day. I wish you could have been there. Did you fuck the bitch? Do you ever hear voices? Voices? No. Well, fuck me. But I sometimes talk to my pets. And they sometimes talk to me. Jerry! Kill them, and you'll discover what it feels like. Drôle. Donc la réalisatrice Marjane Satrapi, vous aimez bien les chats qui parlent, hein? Oui, j'ai un fait pour les chats, vous savez bien. Donc voilà, c'est vraiment un film à ne pas manquer. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est un petit peu dans quelque chose entre Donnie Darko et Dexter, la fameuse série Dexter, avec un serial killer. Là, tout le film est du point de vue de Ryan Reynolds, donc du serial killer. On entend ce qu'il entend, presque on sent ce qu'il sent, pas comme votre chronique tout à l'heure. Voilà, donc c'est un film à ne pas manquer. The Voices, les voix. Allez, pour les fans d'action, Liam Neeson, qui a quand même 62 ans, revient sauver sa famille dans ce film qui s'appelle donc Night Run. Grande forme pour Liam Neeson, c'est on va dire dans le style des Taken, mais avec un réalisateur différent. Là, dans ce thriller, il va jouer un mafieux tueur à gages qui est torturé par ses crimes et qui va voir son destin basculer lorsqu'il va tuer son fils, tuer le fils de son implacable boss qui est incarné par Ed Harris. On en voit quelques images, film d'action. On termine, on a 1 minute, l'intrus que vous voulez nous présenter. Le dernier coup de marteau, c'est un film qui a fait le buzz, qui était présenté au festival de Cannes, qui était vraiment un joli petit bijou de cinéma. L'histoire de Victor qui a 13 ans et qui... On regarde l'extrait ? On va regarder, voilà. Bon. Allez, on y va. Je viens voir mon père. Comment tu t'appelles? Victor. Ma mère, c'est Nadia. Tu as quel âge? 13 ans. 14 bientôt. Je n'ai pas d'enfant. Il a dit quoi, le médecin? Il arrête le traitement pour voir comment je me débrouille. Il arrête tout. On va le voir, le chef. Il y en a qui acceptent qu'on assiste aux répétitions, mais lui, il va voir personne. Il attend pas 10 ans. Alors, c'est le film que vous nous conseillez cette semaine? C'est l'intrus de la semaine. Hein. C'est vraiment le film dont on n'entend pas beaucoup parler dans les médias, mais qu'il faut vraiment aller voir, si vous avez déjà vu tous les autres aussi. Voilà, le dernier coup de marteau. Merci beaucoup, Laetitia. Merci. Betsabé, merci à vous d'avoir été avec nous. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Je vous dis à demain avec grand plaisir. Portez-vous bien.